Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Sébastien Henry, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 1, où j'effectue mes enseignements à l'UT, et notamment au département génie mécanique et productique, en automatisme et robotique, et j'effectue ma recherche au sein du laboratoire DISP. Je suis également chef du département génie mécanique et productique, et à ce titre, je vous souhaite la bienvenue au département n'ayant pas pu vous voir lors des amphis de rentrée. Donc aujourd'hui commence le module d'automatisme. Quelques minutes de vidéo pour que vous puissiez mettre un visage sur ma voix, et puis ensuite on aura l'occasion de se croiser pour certains en TD ou en TP. Voilà, donc on va maintenant reprendre la partie présentation PowerPoint de cet amphi d'automatisme. Donc il s'agit du premier cours d'automatisme, le module M12-14, le but étant d'aborder les bases de l'automatisme. Au niveau de l'organisation du module, donc il s'organise de la manière suivante, donc 2 heures de cours qui sont normalement réalisées en amphi et donc cette année à distance, dit en asynchrone, ça veut dire que vous n'êtes pas présent pendant que j'effectue le cours, mais je vous transmets une vidéo. L'objectif du cours, c'est d'une part de vous donner les éléments clés d'un système automatisé pour pouvoir le décrire et de voir comment est réalisée une partie commande d'un système automatisé. Ensuite, il y a 4 heures de travaux dirigés. Certains groupes les ont eu hier, ces 4 heures. L'objectif des travaux dirigés est de découvrir en fait les outils mathématiques qui nous seront nécessaires en automatisme, puisque depuis, on va dire toujours en mathématiques, vous n'avez étudié que des variables dites continues dans R, donc 1, 2, 3, 1,2, 1,3, etc. Alors que nous, on va utiliser des variables dites booléennes, donc qui valent soit 1, soit 0. On dit également vrai ou faux. Donc, lors du TD, l'objectif c'est de découvrir ces variables booléennes et comment on peut manipuler ces variables pour écrire des fonctions logiques. Une fois que le cours et le TD a eu lieu, vous aurez donc 12 heures de TP. L'objectif, bien évidemment, des travaux pratiques en demi-groupe est de mettre en pratique ce que vous aurez vu pendant le cours et pendant les TD. Donc, les travaux pratiques se déroulent au laboratoire de robotique qui se situe dans la halle du département GMP, en face de l'administration du département. Donc là, l'objectif des travaux pratiques sur ces 12 heures, 3 séances de 4 heures, est donc de voir concrètement les composants de base de l'automatisme et ensuite la programmation de ce qu'on appelle un automate programmable industriel. Ces TP sont organisés de la manière suivante. 1 heure d'introduction au logiciel Unity Pro, qui va nous servir à programmer ce qu'on appelle les automates programmes industriels, qui sont ni plus ni moins des ordinateurs qui ont une fonction bien spécifique. 3 TP de 3 heures, et enfin 1 heure d'évaluation individuelle sur ordinateur et sur les équipements que vous aurez vus durant les TP. En plus de cette évaluation de travaux pratiques, il y aura 1 heure d'évaluation en présentiel. Alors l'organisation va peut-être évoluer en fonction des conditions sanitaires pour cette année. En tout cas, cette heure d'évaluation est déjà planifiée sous ADE pour chacun des groupes de TD. Donc reportez-vous à ADE, c'est indiqué DS dans le module d'automatisme. Concernant les absences, il faut différencier les absences en TD et les absences à l'évaluation de TP ou à l'évaluation de cours. Donc pour les absences en TD, en TP, en évaluation de TP, il faut contacter l'enseignant qui est intervenu pour lui signaler votre absence et indiquer si votre absence est justifiée ou non, notamment pour rattraper l'évaluation de TP. Concernant une absence à l'évaluation d'amphithéâtre, c'est moi que vous devez contacter puisque je suis en charge de l'organisation de cette évaluation, conformément aux règles qui vous est transmises par la directrice des études, Madame Omeyer. Donc bien évidemment, vous devez justifier votre absence 1 semaine au plus tard après votre retour et donc nous indiquer que vous souhaitez rattraper l'évaluation que vous aurez manquée. Un petit rappel, alors pas pour cet amphi bien évidemment puisqu'il n'a pas lieu en présentiel, mais pour les TD, pour les travaux pratiques et pour toutes les séances que vous pourrez avoir chez nous cette année, il semble important de rappeler l'interdiction d'utilisation de votre téléphone portable ou smartphone durant les enseignements. Alors pourquoi? C'est pas pour vous priver, c'est pas pour vous obliger, c'est simplement que le smartphone et la concentration ne font pas bon ménage, que pour vous, pour votre projet professionnel, pour votre réussite, aussi bien chez nous que si vous faites des poursuites d'études. Le smartphone est un superbe outil, par contre, ce n'est pas forcément votre allié si vous l'utilisez en permanence. Alors, si vous n'arrivez pas à nous croire, hein, si on n'arrive pas à vous convaincre, puisque vous l'utilisez assez fréquemment, je vous laisse faire une petite recherche sur Internet et en tapant 2 mots-clés, smartphone et concentration, et voir un petit peu les publications scientifiques qui relèvent de la problématique
du smartphone et de la concentration. Voilà, donc ne soyez pas surpris si les enseignants vous rappellent à l'ordre et vous l'indiquent. C'est important pour vous, c'est important pour vos apprentissages. On a besoin dans nos domaines d'être concentré sur ce qu'on fait pendant plusieurs minutes et pas d'être dérangé toutes les 10 secondes par des notifications sur notre téléphone. Alors revenons à l'automatisme qui va concerner donc l'ensemble du module, donc qui commence par ce CM à distance et puis par un TD pour les groupes B et C cette semaine et les groupes A un peu plus tard dans le semestre. Donc l'automatisme, on va simplement voir ici quelques systèmes automatisés. Alors d'abord des systèmes automatisés grand public. On peut prendre l'exemple aujourd'hui d'une voiture. Même sur une voiture basique, vous avez une petite dizaine de calculateurs. Ce qu'on appelle un calculateur, c'est un ordinateur, sauf qu'il est un peu plus petit. Il fonctionne dans des conditions un peu plus difficiles, hein, puisqu'il est dans la voiture. Donc vous allez avoir un calculateur pour gérer les appareils de confort, par exemple les essuie-glaces automatiques, par exemple l'allumage des feux. Mais vous avez également des calculateurs pour gérer le moteur, c'est-à-dire les quantités d'essence ou de gasoil injectées, pour gérer tout un ensemble d'éléments qui vont permettre d'optimiser les performances du moteur et de minimiser sa consommation. Vous aurez aussi un calculateur pour gérer la sécurité de la voiture, donc tous les aspects liés au freinage, puisqu'aujourd'hui, toutes les voitures en Europe sont équipées d'ABS et d'assistance au freinage d'urgence, qui permet cette assistance au freinage d'urgence, en observant le mouvement de la pédale, à quelle vitesse on appuie et avec quelle force on appuie sur la pédale, on va décider qu'au-dessus de certains seuils, eh bien, il faut déclencher un freinage d'urgence, et du coup, c'est plus vous qui freinez en appuyant sur la pédale, mais c'est le calculateur qui va gérer le freinage pour s'arrêter le plus rapidement possible. Donc on a là un recueil d'informations qu'on va réaliser par des capteurs, c'est-à-dire à quelle vitesse on appuie sur notre pédale de frein, et ensuite le calculateur va pouvoir agir sur le véhicule en venant piloter en fait, les étriers de frein pour ralentir et arrêter le véhicule. On a aussi dans le domaine grand public des systèmes automatisés, les robots Mindstorm. Alors c'est des jouets effectivement, on va dire à partir de 10 ans, ils sont aussi beaucoup utilisés par nos collègues en programmation, en informatique. Donc ces robots vont disposer de quelques capteurs qui vont permettre de détecter des informations sur l'environnement et puis de 2, 3, 4 moteurs qui vont permettre de réaliser des actions. Et donc tout le but du jeu est de réaliser le programme qui, en fonction des capteurs, va déterminer quelle action on réalise. Les ascenseurs également rentrent dans la famille des systèmes automatisés. Alors les informations collectées sur l'ascenseur, c'est sa position. C'est les demandes effectuées par l'utilisateur, aussi bien les utilisateurs qui sont aux différents étages et qui appellent l'ascenseur, que les utilisateurs qui sont dans l'ascenseur et qui souhaitent atteindre un autre étage. Donc là, bien évidemment, il faut gérer les mouvements de l'ascenseur, s'arrêter au bon palier, en fonction des demandes des utilisateurs, décider s'il faut descendre ou monter. Donc là, on est effectivement toujours dans le domaine de l'automatisme, puisqu'on va avoir un certain nombre d'informations collectées. On va, via le programme, prendre une décision et ensuite agir sur l'ascenseur en le faisant monter ou descendre. Un système automatisé grand public également en bas à droite, donc qui est un store automatisé. Donc là, on va dire que les informations, il y a les informations concernant le vent. Donc là, il y a un capteur de vent, les informations concernant l'ensoleillement et les informations sur le souhait de l'utilisateur. C'est-à-dire est-ce que l'utilisateur souhaite faire sortir ou rentrer son store. Et puis, on a deux actions possibles, soit dérouler le store, soit enrouler le store. Et donc là, bien évidemment, d'un point de vue automatisme, eh bien, l'objectif est de déterminer les actions à réaliser en fonction des informations collectées. C'est-à-dire, si j'ai du vent, du soleil et que l'utilisateur souhaitait faire sortir le store, en fait, ce qui va se passer, c'est que le store va rentrer pour le protéger en cas de vent trop fort. Enfin, sur les applications grand public, on voit ici un télésiège, notamment ici un télésiège débrayable. Donc le débrayage du siège, du câble, qui va permettre de ralentir le siège en maintenant une vitesse plus élevée du câble, n'est pas automatisé, c'est un système purement mécanique. En revanche, l'automatisme sur ces équipements va essentiellement gérer la partie sécurité, puisque là on est dans le domaine du transport de personnes avec des niveaux de sécurité très élevés. Et donc l'automatisme, avec un ensemble de capteurs, va gérer les aspects sécurité et les aspects mise en marche. Si vous avez la chance d'aller au ski, vous voyez que le matin, quand le télésiège démarre, vous ne pouvez pas monter dessus tout de suite. Il y a des phases de test avant le démarrage pour vérifier que tout va bien. Si vous levez les yeux au passage de chaque pylône, vous verrez que bien souvent au niveau des pylônes, en entrée et sortie en fait, de chaque pylône, là où il y a les roulettes, il y a des capteurs qui vont compter les sièges, qui vont compter les espacements entre les sièges, et puis des capteurs qui peuvent détecter si le câble se décroche. Voilà. Bien évidemment, tout ça sont des événements redoutés, mais s'il venait à se produire, eh bien, l'ensemble de ces capteurs immédiatement enclencherait une action, et cette action serait l'arrêt immédiat, bien évidemment, du siège. Voilà pour les applications grand public.
qui ne seront pas celles que nous verrons cette année, puisque vous êtes là en génie mécanique et productique. Donc vous aborderez les aspects conception du produit, c'est-à-dire concevoir un produit grand public, et les aspects qu'on appelle industrialisation, c'est-à-dire ensuite comment je vais fabriquer mon produit. Et donc là, sur l'aspect fabrication, il y a tous les aspects autour des procédés de fabrication, l'usinage, le pliage, mais également toute la partie automatisation et robotisation. Donc nous, on s'intéressera plutôt aux applications industrielles, aux systèmes automatisés de production. Alors avant de présenter ces applications, euh, des applications industrielles qui ne sont pas du domaine de la production, il y a tout ce qui est surveillance des tunnels autoroutiers. Malheureusement, l'expérience de l'accident ayant eu lieu dans le tunnel du Mont Blanc a amené en fait à faire évoluer la surveillance de ces ouvrages d'art et donc à placer un certain nombre de détecteurs, de capteurs qui vont permettre de collecter de l'information. Vous avez par exemple des sas de secours sous les tunnels et dès qu'une porte d'un sas va être ouverte, une information va être renvoyée au centre de supervision en disant ah là il y a une porte qui s'est ouverte, ça veut dire que quelqu'un a franchi une porte dans le tunnel. Donc potentiellement il y a un problème, donc après il y a des systèmes qui vont permettre de communiquer avec la personne. On va venir comptabiliser les véhicules qui passent et avec des systèmes un peu plus évolués également de vision, on va pouvoir en fait détecter un arrêt de véhicule dans le tunnel et donc immédiatement bloquer une voie par le signalement. On va avoir aussi des capteurs qui vont mesurer en fait la densité de l'air et donc mesurer éventuellement la présence de fumée pour gérer les systèmes de ventilation. Et puis pour celles et ceux qui connaissent un peu Lyon et notre boulevard périphérique à Lyon, il y a un tunnel qui s'appelle le Théo. Ce tunnel passe sous la Saône. Donc s'il passe sous la Saône, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un point bas. Et donc quand il pleut à l'extérieur, nécessairement l'eau va rentrer dans le tunnel par chacun des côtés et doit être évacuée. Donc il y a toute la gestion également des évacuations d'eau de pluie. Donc on est là sur des systèmes où on a énormément de capteurs pour collecter tout un ensemble d'informations sur l'état du tunnel, et puis des actionneurs. Les actionneurs, ça va être du type des fermetures de barrières, ça va être de l'affichage, ça va être du désenfumage, ça va être de la mise en route de pompes pour l'évacuation d'eau. Voilà un petit peu, donc là on a des systèmes qui ont une caractéristique qui est de très grande envergure. Voilà, par rapport à un système de production comme on le verra, là aussi on est sur des systèmes de très très grande envergure. Ensuite, des systèmes un peu différents, automatisés également, donc tout ce qui est le domaine en fait de la robotique mobile, puisque là c'est l'exemple du robot, du premier robot Pathfinder qui avait été envoyé sur Mars. Hein. Alors les contraintes de communication entre Mars et la Terre, hein, pour la transmission du signal, eh bien, il se passe plusieurs minutes entre le moment où on envoie un signal depuis la Terre et qu'il soit reçu sur Mars, et inversement. C'est-à-dire que le robot doit être capable d'une certaine autonomie. Ce n'est pas une voiture télécommandée. Une voiture télécommandée, c'est vous qui observez le véhicule, et c'est vous qui à chaque instant décidez d'accélérer, de ralentir, d'aller à gauche, à droite. Là non, le robot quand il est sur Mars, eh bien en fait on lui donne un objectif, on lui donne un point à atteindre, et ensuite le robot va avoir la capacité en fait d'analyser son environnement, la présence d'une pierre un peu trop grosse par exemple, la présence d'un trou, d'éviter des obstacles et ainsi d'atteindre l'objectif qui est fixé. Donc là on est sur un autre domaine, on va dire, de système automatisé, puisque la contrainte ici, c'est ce qu'on appelle les systèmes embarqués. La contrainte, c'est la mobilité. Donc un encombrement minimum, une consommation d'énergie minimum et une masse minimum. Donc là, on a d'autres contraintes d'un point de vue on va dire, de l'automatisation de ce type de système. Les systèmes auxquels on va s'intéresser, nous, sont donc plutôt les systèmes automatisés de production. Alors la production au sens large, ça peut être la production d'électricité, ici comme les centrales nucléaires. Donc là, ça fait partie des domaines qu'on va appeler des systèmes critiques. Bien évidemment, en cas d'aléa, hein, ça veut dire que c'est à un moment donné, mon automatisme ne fonctionne pas. Si j'avais défini une règle en disant quand la température dépasse 500 degrés, il faut absolument fermer les vannes, il faut absolument fermer les portes coupe-feu, etc. Si cette automatisation ne fonctionne pas, on a un problème, c'est qu'ici on est sur un système, et donc les centrales nucléaires, qui est capable d'évoluer seul, puisque les réactions nucléaires vont évoluer au cours du temps, et donc il faut absolument en permanence contrôler ces centrales nucléaires d'un point de vue sûreté. Donc là on est sur des systèmes en fait où la difficulté majeure n'est pas tant sur, on va dire, la logique de programmation en fonctionnement normal, c'est-à-dire si je veux produire telle quantité d'énergie, il faut ouvrir telle vanne. Non, la difficulté ici est plutôt d'assurer l'installation, la sécurité de l'installation et d'être sûr que l'automatisme fonctionne en toutes circonstances. Et ensuite, le domaine qui va plutôt nous intéresser au cours de l'année, c'est ce qu'on appelle les systèmes automatisés de production. Donc là, vous avez un exemple en fait d'un système automatisé qui permet la construction de voitures. Donc là, on voit des robots qui vont permettre de construire des voitures. Alors, j'ai pas intégré la vidéo, je vous enverrai le lien à part sur la ligne de fabrication par exemple des voitures Tesla ou des lignes de fabrication dans l'automobile. Voilà. Donc nous,
on se focalise sur les systèmes automatisés de production, sachant que ce n'est là qu'un domaine, hein. Par contre, les principes de l'automatisme restent les mêmes, qu'on soit dans le domaine grand public, qu'on soit dans le domaine industriel, de la production, autoroutier, ou même comme Pathfinder sur Mars, c'est des notions d'entrée, c'est-à-dire quelles données je vais pouvoir observer, et des notions de sortie, c'est-à-dire quelle action je vais pouvoir faire. Et puis nous, l'objectif, c'est de dire, en fonction des évolutions des entrées, comment est-ce que je vais agir sur mon système. Alors, on va commencer par la description d'un système automatisé, de ses principaux éléments, et puis on terminera la deuxième partie sur comment est-ce qu'on peut réaliser ce qu'on appelle un système de commande logique, c'est-à-dire la fameuse partie commande, c'est-à-dire le cerveau de notre système automatisé, si on faisait une analogie avec l'être humain. Mais attention, hein, nos systèmes automatisés ne sont pas doués d'intelligence, ils ne font qu'exécuter un programme qu'on leur a intégré. Alors, pour la description des systèmes automatisés, je vous propose de s'intéresser à l'histoire de l'ascenseur. Au début, il n'y en avait pas, hein. Les premiers immeubles ont été construits sans ascenseur et donc il fallait monter par les escaliers. Alors bien évidemment, quand on doit monter seul, tout va bien. Et quand on déménage, on se rend compte très vite de la difficulté de prendre les escaliers quand on va devoir monter des charges, bien évidemment, puisque l'énergie nécessaire pour monter la charge doit être fournie par les personnes qui montent l'escalier. Donc, la première invention a consisté, alors on n'était pas tout à fait à l'ascenseur, bien évidemment, à inventer un système qui permette de faire un premier mont de charge. Donc ici, on a la marchandise et ou les personnes, pour les plus courageux, qui souhaitaient monter dans le panier. Donc on n'avait pas encore de cabine d'ascenseur, mais un simple panier. Ce panier étant relié par une corde ici à une poulie, et la corde venant s'enrouler sur un tambour. L'énergie étant fournie ici par les personnes, les 4 personnes ici qui viennent tourner ce tambour, et bien évidemment en faisant tourner le tambour, on vient enrouler la corde et donc faire monter le panier. Donc là, ce qui avait été inventé à l'époque, et ce qu'on verra en TP, en travaux pratiques, c'est la notion d'effecteur. Donc ici, l'effecteur, c'est le panier. L'effecteur, c'est l'élément de la machine qui se situe au contact du produit. Donc les produits, c'est les éléments dont on veut transformer la position, transformer la forme. Donc ici, les produits, c'est les marchandises ou les personnes qu'on souhaite faire monter. Et donc l'effecteur, c'est lui qui va en fait transmettre l'effort mécanique nécessaire à faire monter ces personnes. Bien évidemment, vous aurez compris qu'il restait quand même un problème dans ce système, au-delà de l'aspect sécurité, c'est le problème ici de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie était une énergie encore humaine, même si on avait inventé la notion d'effecteur. Donc le deuxième élément important, c'est la notion d'actionneur. Et donc là, les hommes qui tournaient précédemment en fait ce gros tambour pour faire monter en fait la nacelle a été remplacé au début par des moteurs à vapeur. Et donc le moteur a la fonction d'actionneur. L'actionneur est l'élément dans notre machine qui va fournir l'énergie nécessaire à la réalisation de l'action. Donc l'action ici, c'est de faire monter en fait une cabine, et donc l'énergie est fournie par un moteur. Historiquement un moteur à vapeur, aujourd'hui bien évidemment des moteurs électriques. La photo qui est à gauche, une photo d'un élévateur de chez Otis. Otis est une marque qui existe toujours, qui date de 1862. Et donc, la principale invention de M. Otis, c'est d'avoir géré la sécurité avec des stop-chutes mécaniques, c'est-à-dire en cas de rupture de câble, la cabine automatiquement était bloquée. Il restait quand même un problème, c'est qu'à cette époque, sur ces installations, vous aviez en permanence une personne pour gérer en fait l'embrayage et le débrayage en fait de la cabine sur le moteur, du câble sur le moteur. Et donc, bien évidemment, l'ensemble des décisions, monter, descendre, revenait, monter, descendre, s'arrêter. Donc, chaque décision, chaque action était réalisée par un être humain. Et donc, la dernière évolution était de remplacer au niveau de ces monts de charge cet être humain par ce qu'on appelle aujourd'hui une partie commande. Ça veut dire globalement aujourd'hui, c'est quoi? C'est un ordinateur qui va recevoir des informations, la position de la cabine, les demandes des utilisateurs, gérer la sécurité et qui va agir sur les moteurs pour faire monter ou descendre la cabine ou l'arrêter. Pour illustrer en fait ces notions d'effecteur, d'actionneur, de partie commande, on va donc prendre un exemple sur une machine que vous verrez lors des travaux pratiques qu'on appelle la machine de tri. Alors pourquoi une machine de tri? Parce que dans nos systèmes de production, bien souvent, on a nécessité de faire des opérations de contrôle pour savoir si les pièces sont conformes ou pas après leur fabrication. Et donc, ici, dans l'exemple, bien évidemment, le défaut il est exagéré puisqu'on a des pièces qui sont pleines et des pièces qui sont usinées. Donc là, l'objectif, c'est de détecter l'éventualité que des pièces ne soient pas usinées et donc d'éjecter ces pièces pour éviter en fait des non-qualités et des retours clients. Donc la machine est très simple sur le principe, c'est que toutes les pièces arrivent ici à gauche, vont rentrer dans la machine et ensuite la machine va trier pièces pleines, pièces usinées.
Donc une vidéo d'illustration de la machine que vous verrez en travaux pratiques. Donc la pièce est arrivée du côté gauche, la pièce a été saisie, déposée sur un plateau. Sur ce plateau, on va analyser est-ce que la pièce est usinée ou est-ce qu'elle est pleine. Et en fonction de l'état de la pièce, si elle est usinée, elle part devant, si elle est pleine, elle part derrière. Donc là, on a bien réalisé notre fonction de tri en automatique, bien évidemment, puisque vous voyez qu'à chaque fois, les pièces sont prises, analysées et éjectées. Donc vous voyez, sous ce plateau, en fait, on va voir en fait deux éléments qu'on appelle des vérins. Donc c'est pour ça qu'il y a à la fin de la vidéo cette vue basse sous le plateau. On reviendra sur ces éléments par la suite, mais j'attire votre attention puisque je vais en parler dans quelques instants. Alors, quelques plans mécaniques. Alors, effectivement, pour vous, hein, vous êtes en début de formation génie mécanique et productique. Vous avez peut-être démarré les premiers cours de conception avec mes collègues. Et en conception, on va vous apprendre notamment à lire des plans, puisque même si la représentation 3D est de plus en plus courante, les plans en 2 dimensions possèdent encore certains avantages en termes de lecture et de compréhension du fonctionnement. Donc là, on va considérer qu'on a la vue de face de notre machine de tri, et on va retrouver sur cette vue les différents actionneurs, c'est-à-dire les éléments qui vont fournir en fait l'énergie qui permet de réaliser les mouvements. Donc je vous rappelle, hein, la pièce arrive ici par la droite, elle glisse sur cette pente, elle doit être saisie pour être déposée sur ce plateau. Donc pour réaliser cette action de prise et de déplacement de la pièce, on a 3 actionneurs, ce qu'on appelle un électroaimant. Donc un électroaimant, c'est un actionneur électrique qui va permettre de saisir la pièce, puisque l'électroaimant va générer un champ magnétique, et comme c'est des pièces métalliques en acier, elles vont être saisies par l'électroaimant. Ensuite, il faut générer les mouvements de déplacement, et pour ça, on utilise ce qu'on appelle des vérins. Alors un vérin, c'est un équipement simple, vous en avez tous au moins vu. Quand vous ouvrez le coffre d'une voiture, vous avez sur le côté un vérin, on va dire, ce qui ressemble à un vérin. Alors c'est plus un amortisseur, mais c'est le même principe. Ça veut dire qu'on va avoir ici un mouvement linéaire avec un corps, une tige et un piston. Donc ici, on a un vérin vertical qui va permettre de monter et de descendre. Donc on l'appelle vérin V. Alors en automatisme, bien souvent, on raccourcit un peu les noms, hein, on va dire par fainéantise, parce qu'après c'est un peu loin à dire, c'est un peu loin à écrire. Donc vérin V comme vertical, vérin H comme vérin horizontal. Donc ici, avec ces 3 actionneurs, vérin horizontal, vérin vertical et électroaimant, on va pouvoir saisir la pièce à droite et la déposer sur le plateau ici à gauche. Ensuite, on va analyser la pièce, on verra avec quel capteur, et une fois qu'on sait si la pièce est usinée ou pleine, il faut soit l'éjecter devant, soit derrière. Donc il faut lever le plateau soit d'un côté, soit de l'autre. Donc pour ça, en fait, vous avez une petite flèche ici là, qui est marquée AA, vue AA, et la vue AA, c'est celle-ci. Donc on est en train de regarder là, la vue qui est en haut à droite, on regarde sous le plateau, et sous le plateau, on voit qu'il y a 2 vérins. Un vérin qui a été nommé PB pour pièce bonne, et un vérin qui a été nommé PM pour pièce mauvaise. Donc bien évidemment, quand on fait sortir le vérin PM, eh ben, le plateau ici va se lever vers la gauche, et quand on lève le vérin PB, le plateau se lève vers la droite. Donc ici, sur cette machine simple, puisque les actions sont relativement simples, on a 5 actionneurs. Donc voyons un peu plus en détail ces vérins. Alors pourquoi les vérins? Puisque en fait, on va voir en automatisme, ce sont des composants très courants, ils sont simples d'un point de vue fonctionnement, ils sont fiables, et on va utiliser notamment de l'air comprimé. Alors pourquoi de l'air comprimé? Alors il existe différentes technologies, comme on le verra, hydraulique, pneumatique, donc avec de l'air comprimé, ou électrique. Alors, pneumatique, pourquoi utiliser de l'air comprimé? Parce qu'il y a de l'air, il y en a partout, et quand j'en ai plus besoin, en fait, je peux la recracher dans mon environnement. Contrairement à l'huile, l'huile, il faut avoir un réservoir d'huile, et puis l'huile, quand j'en ai plus besoin, il faut la renvoyer dans le réservoir. C'est un peu plus compliqué. Et puis, historiquement, ces actionneurs pneumatiques et hydrauliques ont des puissances à encombrement équivalent, ont des puissances supérieures aux actionneurs électriques. Donc le pneumatique est très très courant sur les machines d'automatisme, puisque là on a un système qui est fixe, qui est dans un atelier où on peut très bien avoir un réseau de distribution d'air comprimé, comme c'est le cas dans la halle GMP. Donc un vérin, ce que je vous disais, c'est simple, on a ici 2 images à droite, un vérin complet, un vérin en coupe, et vous avez ici la représentation symbolique. Donc un vérin, c'est quoi? C'est un tube, ce tube ici qu'on voit, c'est ce qu'on va appeler le corps. Dans ce tube, on va venir placer un piston. Un piston, c'est quoi? C'est un cylindre, on va simplement ensuite rajouter un joint pour assurer l'étanchéité de part et d'autre pour que l'air ne passe pas d'un côté et de l'autre du piston. Sur ce piston, on vient fixer une tige qu'on voit ici. Donc bien évidemment, les éléments mobiles sont la tige et le piston qui vont toujours se déplacer ensemble. Et puis, on a fait le choix ici de placer un ressort. Ça veut dire que sur ce type de vérin qu'on appelle simple effet, puisqu'il y a un ressort, je vais piloter un seul effet qui est sa sortie. Et dès que, bien évidemment, j'arrêterai de piloter la sortie du vérin, on va voir ce qui va se passer. Donc, d'un point de vue symbolique, on a le corps du vérin,
qui est fixe, la tige et le piston qui vont être mobiles, le ressort qui va être comprimé bien évidemment quand la tige et le piston vont se déplacer vers la gauche, et puis un orifice qu'on appelle un orifice, bah, c'est ici, vous avez un trou taraudé, et ce trou taraudé va permettre de venir visser un connecteur pneumatique et une arrivée d'air compressé. Donc en termes de fonctionnement, c'est relativement simple un V1, hein. C'est simplement, alors ici en rouge, pour indiquer que cette chambre est sous pression, ça veut dire que au niveau du tuyau va arriver de l'air comprimé, et donc si on met cette chambre sous pression, eh bien le piston avec la tige vont sortir. Inversement, si la chambre est à la basse pression, donc ici représentée en bleu, ça veut dire qu'on aura connecté l'orifice du vérin à ce qu'on appelle l'échappement, ça veut dire à l'air libre, et donc sous l'effet du ressort, le vérin va rentrer. Alors bien évidemment, par abus de langage, les automaticiens disent bien souvent rentrer vérin, sortir vérin. Ça n'a pas de sens de dire je rentre le vérin. Le vérin étant l'ensemble du corps avec la tige et le piston. Le corps étant fixe, le piston et la tige étant mobiles. Sauf que par abus de langage, on dit sortir vérin, rentrer vérin. En réalité, ce qui sort, c'est la tige et le piston, et ce qui rentre, c'est la tige et le piston. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement d'un vérin simple et fait. Principe très simple. En revanche, d'un point de vue technologique, d'un point de vue choix, et ben en fait, si vous regardez aujourd'hui le catalogue d'un constructeur de vérins, SMC, Festo et d'autres, et bien en fait, vous avez des millions de combinaisons et des milliers de choix de vérins en fonction des applications. Deuxième type de vérin, ce qu'on appelle des vérins pneumatiques double effet. Double effet parce que je vais piloter cette fois-ci l'état d'un point de vue de la pression dans chacune des chambres du vérin. Donc même constitution que tout à l'heure, un corps qui est un tube creux. Dans ce corps, on vient placer un cylindre qui va être mon piston avec un système assurant l'étanchéité, c'est-à-dire pour éviter que l'air passe d'un côté et de l'autre du piston. On fixe sur le piston une tige, et là bien évidemment, il y a aussi, et ça vous le verrez en conception, un système qui permet d'assurer l'étanchéité entre le corps du vérin et le piston. Et donc cette fois-ci, je vais avoir deux orifices. L'orifice ici qu'on appelle de la petite chambre, qu'on voit ici là le trou taraudé, et puis l'orifice de la grande chambre, le trou taraudé à l'arrière. Et donc à chacun de ces orifices, on va venir mettre un connecteur pneumatique et brancher un tuyau d'air. En termes de fonctionnement, comme précédemment, vous l'aurez compris, si dans la chambre ici de droite, j'injecte de l'air comprimé, ma chambre va être à une pression haute. Si je raccorde la chambre de gauche à l'échappement, elle va être une pression basse. Sous l'effet de la différence de pression de part et d'autre du piston, le piston va se déplacer avec la tige vers la gauche. Et donc on va dire que le vérin sort. Inversement, si je suis capable de mettre sous pression la chambre de gauche, qu'on appelle la petite chambre, et à l'échappement, c'est-à-dire à la basse pression, la grande chambre, eh bien, quand vous regardez de part et d'autre du piston, l'effet de la pression va faire que le piston avec la tige vont rentrer. Donc on va dire par le langage que le vérin rentre. Voilà, donc c'est un fonctionnement très simple. Il n'y a aucune complexité à comprendre, si ce n'est de comprendre la notion et les effets de la pression. Bien évidemment, quand je vais mettre une chambre sous pression, il faut imaginer en fait l'air qui vient pousser sur cette surface du piston. Et inversement, quand je mets la chambre de gauche sous pression, eh bien en fait, on vient pousser ici vers la droite. Sur l'électroaimant, pas de représentation. L'électroaimant est un système purement électrique. Comment est réalisé un électroaimant? En fait, c'est une bobine. Une bobine un peu plus évoluée avec un élément bien souvent permanent au centre. Une bobine, c'est quoi? C'est un fil dont on vient réaliser plusieurs tours, hein, ce qu'on appelle des spires. Et quand vous alimentez une bobine électrique, ça génère un champ magnétique. Donc là, on est purement sur un phénomène magnétique, donc il n'y a pas de mouvement lorsque vous alimentez l'électroaimant, il y a simplement la création d'un champ magnétique, et c'est ce champ magnétique qui va permettre de saisir ou relâcher la pièce en fonction de son état. Donc voilà pour nos 5 actionneurs sur notre machine de tri. Donc sur cette nouvelle vue, l'objectif est d'identifier les effecteurs. Alors malheureusement ici on ne dispose pas du modèle 3D de la machine, mais uniquement des plans, papier même, donc c'est des scans des plans. Donc quand on veut identifier les effecteurs, il faut identifier les pièces qui sont au contact des produits. Donc quand on se rappelle de la vidéo initialement, eh bien, les pièces vont être saisies ici au niveau de l'électroaimant, sachant que l'électroaimant est juste la partie rose. Donc en fait vous voyez qu'il y a une bague ici qui va permettre vous le verrez en travaux pratiques, de gérer correctement le relâchement de la pièce, puisque quand vous créez un champ magnétique et que vous saisissez une pièce, il y a toujours ce qu'on appelle un champ résiduel qui va faire que naturellement la pièce va peut-être pas tomber. Donc là, il y a une bague qui permet de la repousser, de générer un léger effort. Donc ça, c'est un effecteur.
On a ensuite ici un plateau, puisque entre les vérins PM et PB, qui vont permettre de gérer l'éjection soit devant, soit derrière, eh bien, il n'y a pas contact direct entre les vérins, les tiges des vérins et les produits, mais entre les deux, il y a le plateau. Donc ici, notre effecteur et donc le plateau. Donc voilà, on pourrait dire que sur cette machine, on a 5 actionneurs et 2 effecteurs. Pour finir, cette machine est automatisée, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle cette fois-ci une partie commande. Alors une partie commande, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur. Il est simplement un peu spécifique puisque une machine automatisée va travailler dans un environnement, on va dire, un peu moins sympathique qu'un bureau. Donc une machine automatisée va être placée dans un atelier. Dans un atelier, il peut faire un peu plus froid l'hiver que dans un bureau. Il peut faire un peu plus chaud l'été. Il peut y avoir des vibrations. Il peut y avoir des perturbations électromagnétiques. Et puis l'autre critère, c'est également le niveau de fiabilité. Alors vous avez tous connu comme moi Windows qui se bloque. On est obligé de redémarrer l'ordinateur pour que ça fonctionne. Eh bien, d'un point de vue industriel, on ne peut pas accepter en fait régulièrement comme ça des blocages d'un automate, puisque derrière il y a des risques par rapport aux machines qu'on va piloter. Donc un automate problème industriel, c'est un ordinateur, on va dire, plus fiable et qui fonctionne dans des conditions un peu plus difficiles. Donc là, c'est un exemple d'un automate problème industriel de chez Schneider Electric. Et bien évidemment, cet automate va posséder ce qu'on appelle des cartes d'entrée-sortie. Ça veut dire qu'on va venir brancher sur chacune des entrées les capteurs, qui va par exemple nous indiquer qu'une pièce vient d'arriver, ou qui va nous indiquer si la pièce est usinée, ou qui va nous indiquer si la pièce a été bien éjectée. Et on va également brancher les sorties, c'est-à-dire ces sorties vont nous permettre de demander la sortie ou la rentrée de chacun des vérins et vont nous permettre de demander l'activation de l'électroaimant. Vous avez donc ici une vue porte ouverte, donc de l'intérieur de l'armoire, et ici une vue porte fermée sur laquelle on voit ce qu'on appelle l'interface homme-machine. Alors cette machine n'est pas très complexe, elle n'est pas très récente, donc du coup ici on a une interface à base de boutons et de voyants. Aujourd'hui on est plutôt sur des interfaces à base d'écran tactile. Alors si on résume ce qu'on vient de raconter, on a donc une partie opérative constituée d'actionneurs et d'effecteurs. Donc ces actionneurs, donc les effecteurs sont des éléments mécaniques pour nous. Les actionneurs vont être basés soit sur une énergie pneumatique, soit hydraulique, soit électrique. Alors quand c'est électrique, c'est un moteur électrique et c'est bien souvent plusieurs centaines de volts, ou c'est des moteurs à courant continu, 12 volts, 24 volts, enfin il y a plein de solutions. Et puis ensuite, ce qu'on va vouloir, c'est pour piloter cette partie opérative, c'est avoir des informations sur son état, c'est-à-dire sur les positions des pièces, sur des vitesses, des températures, des masses. Un peu comme quand on pilote une voiture, hein, ou quand vous marchez, ou quand vous faites du vélo, vous ouvrez les yeux, vos yeux vous permettent en fait de détecter l'environnement et donc d'adapter la trajectoire, votre trajectoire du véhicule, du vélo, ou votre trajectoire que vous marchez. Donc là, c'est le même principe. On va avoir besoin de connecter nos actionneurs à la partie commande pour que la partie commande puisse faire sortir les vérins, rentrer les vérins, démarrer les moteurs, arrêter les moteurs. Et d'un autre côté, il va falloir connecter notre partie commande à notre partie opérative pour avoir une idée dans quel état se trouve cette partie opérative. Alors il reste quand même un petit problème. Le problème est le suivant, c'est que notre partie commande est ni plus ni moins ce qu'on a vu qu'un ordinateur, même si on appelle ça un automate programme industriel, c'est un ordinateur. Ça veut dire qu'on va avoir ici ce qu'on appelle en entrée-sortie. Alors une entrée, par exemple, sur votre ordinateur, une entrée, quand vous branchez votre imprimante, l'imprimante, en fait, c'est une sortie, puisque l'ordinateur envoie à l'imprimante le document imprimé. En revanche, quand vous avez une souris, c'est une entrée, puisqu'en fonction des mouvements de la souris, eh bien, l'ordinateur va être informé. Donc là, pareil, les entrées-sorties sont basées sur des technologies électriques aujourd'hui, hein, la très grande majorité des cas, de l'ordre une technologie électrique de l'ordre de dizaines de volts. Alors beaucoup de 24 volts, mais ça peut être 12, ça peut être 6, ça peut être 24. Dans nos domaines à nous, on est plutôt sur du 24 volts. La problématique est comment je connecte des entrées-sorties d'un partie commande qui est d'un point de vue technologique des entrées-sorties électriques de l'ordre de la dizaine de volts avec des actionneurs qui sont soit pneumatiques, soit hydrauliques, soit électriques de forte puissance, et comment je fais pour avoir un signal électrique qui me donne des informations de position, de vitesse, de température. Donc il nous manque un élément entre notre partie commande et notre partie opérative. Donc l'élément qui manque, il y en a deux, ce qu'on appelle l'interface de notre système, c'est l'interface entre la partie commande et la partie opérative, et cette interface, elle se compose de pré-actionneurs, c'est-à-dire de composants qu'on va placer avant les actionneurs. Donc ces composants vont être situés entre les sorties de la partie commande et nos actionneurs. Donc en fait, quelque part, ces pré-actionneurs vont nous convertir l'ordre envoyé par la partie commande. Donc la partie commande, on va émettre un signal électrique de l'ordre de 24 volts pour pouvoir faire sortir un vérin. Et bien ce pré-actionneur va lui, par contre, envoyer de l'air comprimé à l'actionneur.
De la même manière, les capteurs, alors on ne rentrera pas, nous, dans le détail d'un point de vue technologique du fonctionnement des capteurs. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que le capteur va observer une grandeur physique, une position, une vitesse, une déformation, comme ce que vous verrez peut-être en dimensionnement des structures, une température, une masse, et va convertir cette grandeur physique en un signal électrique. Voilà, donc ces deux éléments vont permettre de lier notre partie opérative, c'est-à-dire tous les éléments qui vont transformer les produits, à notre partie commande, qui est entre guillemets le cerveau de notre système. Alors, quelques informations sur ces composants. Je vous renvoie vers le guide STI que vous avez ou que vous aurez tous prochainement. Vous utilisez beaucoup ce guide avec mes collègues en conception, mais sachez que dans ce guide, alors les pages, ça va peut-être dépendre des versions, je n'ai pas vérifié sur la version de cette année, mais vous avez une partie consacrée à l'automatisme où vous aurez des exemples d'un point de vue technologique de chacun de ces éléments. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Que la partie commande va contrôler l'état du préactionneur, donc on va voir un peu à quoi ressemblent nos préactionneurs. Ce préactionneur va agir sur mon actionneur, vérin, pneumatique, vérin hydraulique, vérin électrique, moteur, et que tous ces composants aujourd'hui, dans les domaines industriels, partie commande préactionneur, actionneur, sont des composants standards achetés sur catalogue. En revanche, les effecteurs, étant la pièce d'interface entre mes actionneurs et mes produits, chaque produit étant spécifique. Si je suis dans le domaine de la cosmétique, ce que je suis en train de manipuler, c'est des flacons que je dois remplir. Si je suis dans le domaine de l'automobile, c'est des éléments de moteur que je dois assembler. Donc on voit que les produits peuvent être très différents pour un même actionneur et donc l'effecteur va être adapté à la forme et aux caractéristiques du produit. Donc là, bien évidemment, il y a des composants spécifiques qui à chaque fois sont à concevoir et à réaliser. De la même manière au niveau des capteurs, donc pour faire remonter de l'information à la partie commande sur l'état de la partie opérative, on va utiliser des capteurs. Donc, soit ces capteurs vont nous renseigner sur la position des produits, sur leur état, ça peut être leur masse, est-ce qu'il y a un trou, est-ce qu'il n'y a pas de trou, est-ce qu'il y a un défaut. On a plein de capteurs qui peuvent nous donner une information sur l'état du produit. On a ensuite des capteurs qui vont nous informer sur la position des effecteurs. Bon, je pourrais avoir un capteur sur le plateau de ma machine de tri qui me dit s'il est incliné ou pas. Ça existe des capteurs qui nous indiquent l'inclinaison en fait. Et puis on peut aussi avoir des capteurs sur les actionneurs. On verra que c'est aussi très courant puisque c'est plus simple à placer et c'est des capteurs qui souvent sont moins coûteux. Donc il va nous indiquer est-ce que le vérin est en position rentrée ou est-ce que le vérin est en position sortie. Les capteurs aujourd'hui, en tout cas dans nos domaines industriels, sont des composants standards achetés sur catalogue. Alors je dis pourquoi dans nos domaines, effectivement si vous allez voir de l'automatisation pour des systèmes dans l'espace aérospatial ou peut-être pour le nucléaire sur les systèmes critiques, les capteurs peuvent être faits sur mesure. Mais c'est des solutions très coûteuses. Donc nous, dans nos domaines de l'automatisation des systèmes de production, eh bien, on va acheter des composants sur catalogue. Voilà, donc on va voir un petit peu ces technologies. On a ici deux tableaux de synthèse. Simplement, voilà, les préactionneurs, en fait, on a au niveau des technologies le même vocabulaire que je sois en pneumatique, c'est-à-dire quand j'utilise de l'air comprimé, ou en hydraulique, quand j'utilise de l'huile sous pression, on parle de distributeurs. Les distributeurs vont permettre de faire la liaison entre la partie commande et nos actionneurs. Donc dans le domaine pneumatique hydraulique, les actionneurs les plus courants sont les vérins, on appelle des vérins linéaires, puisqu'ils rentrent ou ils sortent, et le mouvement, c'est simplement un déplacement qu'on appelle linéaire. Ensuite, on peut avoir des vérins rotatifs, c'est-à-dire des vérins qui vont nous permettre de faire une rotation de 0,90 degrés, 0,180 ou 0,360, mais jamais plus. On a aussi des technologies de moteur, pneumatique, hydraulique. Alors plutôt en hydraulique, si vous regardez toutes les machines du BTP, bien souvent vous avez des moteurs hydrauliques. Ensuite, on va avoir des technologies de pince. Alors une pince, c'est bien souvent un vérin auquel on va ajouter une transformation pour avoir en fait un mouvement de pince avec deux doigts qui s'ouvrent et qui se ferment, ou trois doigts qui s'ouvrent et qui se ferment. Ou toutes les technologies du vide, ce qu'on appelle le venturi, donc toutes les ventouses qui vont permettre par aspiration, par dépression, de saisir des produits. Donc là, on est vraiment dans les domaines pneumatiques hydrauliques d'un point de vue vocabulaire. Alors même si le vocabulaire sont identiques, même si le vocabulaire est identique, pardon, bien évidemment, un distributeur pneumatique ne peut pas être utilisé en hydraulique et inversement. De la même manière, un vérin hydraulique ne peut pas être utilisé avec de l'air comprimé. Voilà, il y a des différences d'un point de vue technologique. Côté électrique, au niveau des préactionneurs, on va parler de relais ou contacteurs. Alors un exemple simple, chez vous, vous avez tous des interrupteurs pour allumer et éteindre la lumière. Alors la petite différence avec le relais, c'est que c'est vous qui appuyez sur le bouton. Un relais, c'est un interrupteur que je vais pouvoir piloter avec un signal électrique. Ça veut dire, si j'émets 0 volts, l'interrupteur il est ouvert. Si j'émets 24 volts, l'interrupteur va être fermé. Donc voilà, alors différence entre relais et contacteur, on rentre dans les détails au niveau électrique, c'est des questions de puissance
et de capacité à manœuvrer en fait le relais ou le contacteur sous énergie. Le problème de ces relais et contacteurs, c'est on-off. Ça veut dire, imaginez que vous mettiez un relais ou un contacteur pour un convoyeur. Donc, si le relais est fermé, le moteur électrique est alimenté, le convoyeur avance. Si le relais est ouvert, le moteur électrique n'est plus alimenté, le convoyeur s'arrête. Donc là, je suis sur un fonctionnement on-off. Ce qui n'est pas suffisant, puisque dans nos systèmes de production, on a besoin parfois de faire varier la vitesse, notamment des convoyeurs. Et donc là, on va avoir des composants un peu plus évolués en termes de préactionneurs, ce qu'on va appeler un variateur de vitesse. C'est-à-dire que là, on est sur des technologies où ce variateur va permettre, par programmation, d'agir sur le signal électrique, c'est-à-dire le courant, la tension qui est émis vers le moteur, et donc de faire varier la vitesse du moteur et faire varier la vitesse d'avance d'un convoyeur, voire de le faire fonctionner en marche arrière. Donc c'est déjà un peu mieux. Seul inconvénient, c'est ce qu'on appelle ici un pilotage en boucle ouverte. Ça veut dire que j'émets un signal électrique et normalement la théorie me dit que le convoyeur doit avancer à telle vitesse. Mais entre la théorie et la réalité, il y a toujours des écarts parce que mon convoyeur peut fonctionner à vide. A l'inverse, mon convoyeur peut être chargé avec beaucoup de produits très lourds. Si vous allez visiter les lignes d'assemblage chez Renault Truck à Vénissieux, vous verrez que les blocs moteurs, au début de la ligne, sont posés sur des convoyeurs. Donc des blocs moteurs qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Donc bien évidemment, le convoyeur va quand même avoir plus de mal à entraîner 2, 3, 4, 5 blocs moteurs que de fonctionner à vide. Donc le problème du variateur de vitesse, c'est qu'on gère la vitesse, mais de manière grossière, pas de manière précise. Donc là, la dernière technologie, c'est ce qu'on appelle des cartes d'axe, ce qui est couramment appelé motion en anglais. En fait, on va faire ce que vous verrez au semestre 4 chez nous, de l'asservissement. Ça veut dire que là, cette fois-ci, je veux une vitesse précise de déplacement. Je vais donc envoyer un signal électrique, observer la vitesse réelle du moteur et en fonction de ce que j'observe, corriger en fait la consigne que j'envoie au moteur. Donc on a ici une notion de boucle fermée, comme nous, hein, quand on conduit, hein, on commence à tourner le volant, puis quand on voit qu'on est un peu trop à l'extérieur du virage, on tourne un peu plus, et puis après un peu moins. Donc on est en permanence, nous, on a cette capacité de corriger en fait nos actions en fonction de ce qu'on voit. Au niveau des actionneurs électriques, donc on a essentiellement, on va dire, trois grandes familles d'actionneurs électriques, les moteurs, donc là où les progrès ces dernières années ont été fulgurants, et c'est ce qui a amené notamment à l'avènement des véhicules électriques. Les vérins électriques, alors il y en a peu, mais les vérins électriques, on pourrait donner un exemple. Il y a quelques véhicules en fait où vous avez des portes latérales qui s'ouvrent en automatique ou des coffres de voiture qui s'ouvrent ou qui se ferment automatiquement. Et donc là, c'est parce qu'il y a un vérin électrique. Alors pourquoi on met un vérin électrique dans une voiture? Parce que en fait, c'est de l'énergie disponible via la batterie ou via l'alternateur. Si vous mettiez un vérin pneumatique dans une voiture, il vous faudrait un compresseur dans le coffre, ce qui ne serait pas très pratique. Donc on est plutôt sur les technologies électriques au niveau de l'automobile et des électroaimants comme je vous ai présenté précédemment. L'axe linéaire est simplement qu'un moteur électrique avec des composants mécaniques qui vont permettre de faire un guidage comme vous le verrez en conception. Donc pour cette première séance de CM, hein, on va simplement terminer sur le principe de fonctionnement des préactionneurs pneumatiques. Alors pourquoi pneumatique? Alors, je vous ai dit, il y a trois technologies en automatisme, le pneumatique, l'électrique et l'hydraulique. L'hydraulique est plutôt réservé dans les domaines où on a besoin de très très forte puissance. Alors, dans les domaines de tout ce qui est tractopelle, pelleteuse, hein, sur les engins de BTP, sur les engins agricoles. Sur les systèmes de production, dès qu'on va vouloir avoir des efforts très très importants, on va utiliser des composants hydrauliques. En revanche, dès qu'on le peut, on va mettre du pneumatique. Parce que c'est plus simple de gérer de l'air que de gérer de l'huile, qui pollue, qui est agressive, qui est dangereuse pour l'homme et qui est plus complexe à gérer. Et puis pourquoi je n'aborderai pas dans le détail les composants électriques? Parce que je laisse ça à mes collègues d'électricité. Donc nous, on va plutôt se focaliser sur les composants pneumatiques. Donc là, quel est le principe d'un composant pneumatique? Je suppose que vous avez quand même tous un jour gonflé un pneu de vélo, hein. Donc vous prenez une pompe c'est quoi? C'est un piston, vous lui faites faire des allers-retours et en fait ça va comprimer l'air. Donc dans le sous-sol du département GMP, on a ce qu'on appelle un compresseur, ça veut dire qu'on a un moteur électrique qui va faire tourner un piston. Ce piston en fait, avec des systèmes de clapet bien évidemment, va venir mettre sous pression l'air qui va être stocké sous pression dans un réservoir et qui ensuite va alimenter les différentes salles de travaux pratiques. Donc en TP, vous verrez beaucoup de composants pneumatiques. Alors, quel est le principe? Le principe est le suivant, je retrouve mon vérin ici, mon vérin double effet. Alors il est inversé, donc la grande chambre ici est à gauche, la petite chambre est à droite. Au niveau symbolique, la seule chose à peu près à connaître en pneumatique, ce qui est relativement simple, c'est le symbole de la pression. C'est un rond avec un point. Ensuite, il faut simplement savoir suivre des lignes avec son doigt.
Ça veut dire que partant de la pression, je vais effectivement ici voir que mon distributeur avait pression grande chambre et petite chambre. J'ai déplacé mon distributeur, la pression est inversée. Je déplace de nouveau mon distributeur, de la même manière, la pression est inversée. Donc on voit qu'à chaque fois que je vais déplacer ce qu'on appelle le distributeur, soit la petite chambre va être à la pression et la grande à l'échappement, et donc le vérin va rentrer et rester rentré, soit quand je vais placer mon distributeur sur la position de gauche, je vais bien évidemment, en suivant les flèches, la pression étant toujours à droite et l'échappement à gauche, envoyer la pression dans la grande chambre et mettre la petite à l'échappement. Donc c'est ce qui est représenté ici, en dessous. Ici, on vous a représenté les deux positions. La position de droite, avec la source de pression et l'échappement, c'est-à-dire l'air libre, l'échappement c'est l'air libre, il y a juste un silencieux pour nos oreilles. Et donc bien évidemment, dans cette position-là, eh bien, on va envoyer la pression dans la grande chambre et la petite à l'échappement. Sur la figure de droite, on a représenté le distributeur dans sa deuxième position, et donc la pression, si je suis la flèche, est envoyée dans la petite chambre, et la grande chambre est mise à l'échappement. Alors, il reste ensuite à savoir comment est-ce qu'on déplace le distributeur de sa position de droite vers sa position de gauche et inversement. Dans l'animation précédente, vous avez une petite flèche, donc c'est une animation sur laquelle on clique sur la flèche, ça fait déplacer le distributeur. Mais ça, c'est virtuel. Dans la réalité, comment ça se passe? C'est ce qu'on appelle les commandes du distributeur. Vous verrez ça en travaux pratiques. Et donc, globalement, il y a soit des commandes dites manuelles, donc ça existe pour certains, on va dire pour certains distributeurs. Un exemple de commande manuelle, les haillons élévateurs à l'arrière des véhicules, c'est souvent hydraulique et les commandes sont sur le côté. C'est-à-dire que les distributeurs hydrauliques sont pilotés manuellement. Il y a des petites manettes qui permettent en fait de piloter les distributeurs directement. Donc là, il n'y a pas de partie commande sur un haillon élévateur. En revanche, nous, on a une partie commande qui va donc envoyer un signal électrique. Donc, on va très peu utiliser les distributeurs à commande manuelle. Et donc, si on veut pouvoir piloter un distributeur, on va rajouter ce qu'on appelle des bobines. Donc, les bobines, ces fameuses bobines qui, effectivement, quand je les alimente, vont générer un champ magnétique et donc un effort. Et cet effort va me permettre de faire déplacer mon distributeur. Donc, dans la représentation qui est ici, on a des distributeurs sur lesquels on est venu mettre une bobine à droite et une bobine à gauche. Il faut imaginer que la bobine de gauche aura le même effet que la flèche ici représentée en haut. C'est-à-dire que c'est comme si vous appuyez à la place de la bobine. Quand j'alimente la bobine de gauche, le distributeur va être mis dans la position ici représentée à côté de la bobine. Si j'alimente la bobine de droite, je vais être dans la position ici qui est à côté de la bobine de droite. Donc si vous avez du mal à imaginer ce que fait une bobine électrique, imaginez qu'à la place de bobine, c'est vous qui appuyez sur le distributeur. Donc la bobine va générer un effort équivalent. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est relativement simple en termes de fonctionnement, puisque sur la figure de gauche, comme on l'a vu précédemment, j'aurai donc la grande chambre à la pression, la petite à l'échappement, le vérin va sortir. Et sur la figure de droite, inversement, une fois que j'aurai modifié la position de mon distributeur, la pression dans les chambres des vérins va s'inverser. Alors ça, c'est pas immédiat, c'est-à-dire l'inversion de la pression dans les chambres, c'est pas immédiat, puisqu'il faut le temps de remplir la chambre qui est sous pression, et il faut le temps que celle qui était sous pression se vide. Donc là, il y a un petit laps de temps, quelques secondes, ça va dépendre de la taille du vérin. Et une fois que je serai dans cette situation, petite chambre sous pression, grande chambre à l'échappement, le vérin va rentrer. Pour finir aujourd'hui, l'exemple du vérin simple effet, même principe, sauf que cette fois-ci, vous voyez que sur le distributeur, il y a un orifice de moins, puisque du coup, bien évidemment, je n'ai que ma grande chambre à relier à mon distributeur. Mon distributeur va toujours être câblé sur ma source de pression et ici sur l'échappement. Dans la position ici du distributeur, on voit que la grande chambre est à l'échappement, donc le vérin est en position rentrée et il y reste, sous l'effet du ressort. Bien évidemment, quand je vais déplacer mon distributeur en le mettant sur la position ici de gauche, on s'aperçoit qu'on va mettre la grande chambre sous pression, et donc le vérin va sortir et rester. Quand je vais remettre le distributeur dans sa position de droite, bien évidemment, de nouveau la grande chambre va être mise à l'échappement, va rentrer. Et ainsi de suite, donc là il y a encore effectivement sur cette animation, je vais refilmer une fois de plus pour bien vous montrer effectivement ce qui se passe. Donc rien de très compliqué, il faut comprendre le principe, un vérin, c'est comme une pompe à vélo, si vous soufflez dedans, la pompe elle va sortir. Si vous essayez, vous prenez une pompe à vélo, vous soufflez par l'orifice, la pompe elle va sortir. Faites attention qu'il n'y ait personne en face. Le vérin ici va se comporter de la même manière, sauf qu'il y a un ressort, donc dès que vous arrêtez de souffler, le ressort va ramener ici la tige en position initiale. D'un point de vue symbolique,
Donc c'est la même symbolique. Ici, une petite différence, c'est simplement qu'on a retiré d'un côté une bobine pour le remplacer par un ressort. Donc c'est la différence entre les deux situations. Ici, je vais effectivement être dans la situation où je n'alimente pas la bobine, et donc sous l'effet de l'effort du ressort, le distributeur est forcément dans cette position de droite, ce qui va avoir pour conséquence de mettre la chambre du vérin à l'échappement et donc de faire rentrer le vérin. Inversement, dans la figure de droite, je m'aperçois que j'ai alimenté la bobine du distributeur, ce qui a eu pour effet de déplacer le distributeur et de le mettre sur sa position de gauche. Dans cette position, eh bien, ma source de pression va se retrouver connectée à ma grande chambre, et donc sous l'effet de la pression, le vérin va sortir. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous transmettrai vendredi la deuxième vidéo. Simplement, je vous souhaite bon cours à distance, en asynchrone. C'est pas forcément simple, on le sait, mais c'est important que vous suiviez ces amphis en asynchrone pour pouvoir aborder les travaux pratiques dans les meilleures conditions. Voilà, bonne fin de journée, à vendredi.